Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. On est très content d'avoir avec nous notre héros national pour ceux qui voient le Québec comme une nation, Jean-Simon Desgagnés, qui a terminé 8e aux mondiaux d'athlétisme dans le 3000 mètres steeple, qui est la meilleure performance québécoise aux mondiaux depuis un bon bout. Du moins dans les épreuves de distance. Je me souviens pas c'est quand la dernière fois qu'on avait... Bon, on avait Charles Philibert Thibouteau peut-être en demi-fond, en 1500 mètres, qui faisait quand même bien, mais même lui n'a jamais réussi à aller dans le top 8 aux mondiaux. Jean-Simon qui a fait ça en fracassant le record québécois à répétition. Il ne l'a pas brisé une fois, mais bien plusieurs. Je pense que tu l'as brisé 3 fois dans les derniers mois, si je me trompe pas, ou c'était 2 fois. Je l'avais fait pour la première fois en Hongrie là, quand j'ai couru 8-17, puis je l'ai refait en finale aux En mondiaux finale des en mondiaux. 2020. Ouais, donc, il l'a fracassé 2 fois, juste 2 fois dans les derniers mois, puis qui avait fait des grosses performances. Je pense que c'était proche. Dans le fond, c'était Alex Genet, je pense. C'était-tu lui qui l'avait avant? Puis Mhm. là, donc, Exactement, ouais. ouais, tu n'étais pas loin de son record, là, tu l'avais battu, puis là, tu l'as encore fracassé. Donc, vraiment, c'est ça, une performance québécoise historique dans cette discipline face aux meilleurs du monde, vraiment. Puis il y avait des coureurs très rapides dans toutes les vagues. Il a d'ailleurs terminé deuxième de sa vague de qualification. On avait vu une belle photo où est-ce que tu célébrais, puis on voyait, tu avais l'air en bonne forme, ça s'annonçait bien. Puis tu as quand même, je pense, assez bien performé. Bon, on va écouter comment tu as vécu tout cela. Mais je vais te demander juste de nous mettre un petit peu dans ta tête comment ça s'est passé tout le processus, disons à partir du moment que tu as appris que tu étais sélectionné pour représenter le Canada aux mondiaux d'athlétisme. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé à partir de ce moment-là. Mhm. La sélection n'était pas vraiment une surprise en soi, là, Ouais. dans le sens que la saison avait été faite en fonction des championnats du monde. Je m'étais entraîné là, avec comme objectif de vraiment arriver au meilleur de ma forme au mois d'août, sachant que les mondiaux étaient tard cette année. Donc, je pense que j'ai bien travaillé justement en début de saison, travaillé un petit peu plus l'aérobie, puis j'ai été capable d'avoir une bonne saison, faire des records personnels tôt dans la saison, puis continuer à progresser. Puis après ça, après les championnats canadiens, on a pu profiter là, d'un 3 semaines d'entraînement qui nous a permis de faire l'affûtage final en vue des mondiaux. Puis ça, c'était vraiment, je pense, un 2, 3 semaines là, bénéfique où j'ai pu genre, aller chercher la petite coche de plus. Puis je pense que la forme était là, elle était là toute la saison. Puis ça a été vraiment la cerise là, qui a pu couronner ma préparation en vue des mondiaux à Budapest. Oui. Puis, bon, raconte-nous un petit peu ton voyagement, comment ça s'est passé, toutes, disons, les semaines juste avant l'affûtage pour ça. Tu étais vraiment préparé pour ça, c'était ça l'objectif A. Tu savais que la forme, on l'avait vu dès la classique d'athlétisme de Montréal, puis j'imagine que tu le savais même avant, quand tu l'avais remporté, quand tu avais remporté ta course, épaté la galerie aux 1500 mètres. J'imagine que tu avais une idée de la forme, mais donc, amène-nous un peu quelques semaines avant ou comment tu as vécu ça. Mhm, mhm. C'est sûr que la course avant, ça a été les championnats canadiens là, où j'ai fait mon 3000 steeple. Où j'ai été capable de quand même bien distancer le peloton sur le dernier kilomètre. Fait que ça Ouais. montrait que j'étais vraiment capable de bien performer dans des courses tactiques, d'être capable de bien réagir, d'aller rapidement quand que, que ça le demandait. Puis ensuite de ça, je suis retourné à la maison, je me suis entraîné une petite semaine à la maison, puis ensuite de ça, on est allé en camp d'entraînement à Barcelone pendant 10 jours avec l'équipe canadienne. Question de s'adapter à la fois
à la chaleur, au décalage horaire, de se mettre dans une ambiance aussi de haute performance. Puis ensuite de ça, on est allé à Budapest. Là, moi, c'était 3 jours avant ma course, donc on a voyagé le 16 pour la course qui était le 19. Donc, ça a été ça les quelques semaines là, qui précédaient Mhm. le championnat. Ah, ça doit aider quand même de te mettre sur le décalage quasiment 2 semaines avant la course, parce que j'ai l'impression que ça doit quand même influencer. Toi, tu as quand même pas mal voyagé par le passé. Savais-tu comme ça, est-ce que des fois ça t'affectait négativement quand tu devais faire face à ça, le décalage horaire ou euh, Oui, oui, ben, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Là. Souvent, quand on va en Europe, on essaie d'arriver au moins 4 à 5 jours d'avance là, pour le décalage, qui est souvent d'environ 6 heures. Quand on va plus dans l'Ouest américain, 2 ou 3 jours, ça peut être assez, comme c'est juste 3 heures de décalage. Puis ouais. c'est un décalage qui est vers l'Ouest, donc souvent c'est un petit peu moins pire. Donc en Europe, là, c'est ça, je pense que ça aide de se mettre dans ce beat-là, de s'adapter au décalage. Puis je pense que c'est des choses qu'on apprend un peu avec le temps. C'est quoi nos repères? Moi, je sais que 5 jours, c'est pas mal le minimum que j'ai besoin pour bien performer. Les fois où j'étais allé un petit peu moins, là, entre autres quand je suis allé à Florence en Diamond League, ça n'avait pas été assez. Donc, je pense que chaque athlète a un peu ses repères, mais à travers le temps, on se développe aussi des trucs, des façons de bien récupérer, de s'adapter au décalage. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à considérer quand on voyage, puis faut pas négliger ça. Ouais. Parle-nous un peu de l'ambiance des mondiaux. C'était comment? Est-ce que c'était électrisant, festif? J'ai entendu parler que c'était les meilleurs mondiaux depuis 2017 ou quelque chose du genre. J'avais vu ça dans une publication quelconque. Toi, tu peux faire le comparatif avec Eugene où tu étais l'année passée aux États-Unis. Comment tu as trouvé l'ambiance en général quand tu es arrivé sur place? Mais je pense que l'ambiance, vraiment, c'était incroyable. Là. C'est sûr que de l'athlétisme en Europe, c'est une game complètement différente qu'en Amérique. Là. Ouais. C'était même pas comparable à Eugene, je pense, Ah la ouais. frénésie qu'il y avait là autant dans la ville que dans le stade. Là. Ben, c'est sûr que Eugene et Budapest, c'est deux villes qui sont complètement différentes. Là. Eugene, c'est une petite ville où il n'y a pas vraiment d'histoire, alors que Budapest, c'est un berceau européen, occidental, oriental. Donc, au niveau culturel puis architectural, c'est exceptionnel. Puis d'arriver dans une ville qui vit vraiment pour les championnats avec des fans qui comprennent le sport, qui viennent là pour voir, pour voir ça, ça a été vraiment fou. Puis on se sentait bien accueillis, puis on sentait que les gens tripaient, puis ils consommaient justement l'athlétisme parce qu'ils aimaient ça. Donc, ça a été vraiment exceptionnel comme expérience. C'était un stade de 35 000 personnes qui était rempli pratiquement à chaque session. Donc, Wow. c'était vraiment fou là, comme ambiance là-bas. Là. Tu sais, on dit quand même Eugene, c'est une plus petite ville, mais c'est quand même reconnu, ça s'appelle Tracktown USA, si je ne me trompe pas. C'est le surnom de la ville. Donc, c'est reconnu comme Ok. la ville, que l'athlétisme est très populaire. Puis tu dis quand même, malgré ça, la différence entre États-Unis et Europe, c'est même pas comparable. C'est une autre game complètement. En tout cas, ça a l'air assez électrisant comment tu nous le décris. Puis aussi, petit alinéa avant qu'on aille dans la course elle-même. Est-ce que ça, j'imagine, ça promet un petit peu pour les Olympiques, pour Paris, qu'on voit qu'il y a déjà, on voit avec par le prix du billet, c'est reflétant le prix du billet, c'est affreux, c'est abominable. Sachez bien, on peut imaginer que les stades vont être bondés à fond, surtout une grosse ville comme Paris. Est-ce que tu trouves ça quand même excitant? Ça te donne un petit peu hâte à ça parce qu'on c'est sûr, t'as pas le standard olympique, t'es tout prêt, il te manque très peu, mais dans le fond, ton entraîneur, Félix-Antoine Lapointe, a confirmé, c'est sûr, à 99,9% à peu près, que tu vas être présent aux Olympiques, étant donné la façon que le système est fait maintenant à cause de comment tu t'es positionné. Donc, est-ce que tout d'abord, tu sens que tu es un peu locked in pour Paris, que c'est à peu près, tu t'en vas là, puis as-tu hâte un petit peu à vivre ça? Parce que ça risque quand même d'être une autre game. Mondiaux, c'est déjà énorme en Europe. Olympique, en Europe, ça doit être quelque chose d'autre encore. Ouais, ouais, ben je pense que
le momentum pour Paris est vraiment là, puis je suis extrêmement motivé pour la suite, là. C'est sûr qu'il reste une année d'entraînement, une année où il peut arriver n'importe quoi, mais Ouais. c'est le gros objectif de 2024. Puis je pense qu'en effet, Paris, ça va être un Olympique qui va être gros. Le comité organisateur veulent faire ça accessible dans la ville, donc je pense que ça va se refléter là, pour les spectateurs, puis aussi pour les athlètes. Je pense que d'un autre point de vue, je commence à avoir mon expérience puis mes capacités en grande compétition. Donc, je ne vois pas ça Ouais. non plus comme une montagne ou quoi que ce soit. Je vais me Ouais. présenter là avec les mêmes objectifs que j'avais aux mondiaux. Puis, j'ai super hâte d'y aller. C'est sûr que le prix des billets, c'est une chose. C'est un peu décevant pour la famille et amis. Ça rend ça difficile, mais je Ouais. pense qu'au contraire, ça va faire des Olympiques vraiment fous, exceptionnels, puis que ça va être une expérience qui va être vraiment, vraiment tripante là, pour tous les sportifs qui Ben vont oui. être là. Puis ben, j'ai entendu dire aussi qu'ils réservaient des billets à prix plus modique pour des familles moins nanties à Paris, etc. Là, mais si on regarde les billets accès général, en tout cas, ça monte assez vite. Puis je trouve ça intéressant aussi que tu disais, tu te familiarises à être sur des grandes scènes. Puis je trouvais qu'on voyait ça quand on t'a vu à la Classique d'athlétisme de Montréal, quand tu as gagné ta course, puis là, bien, on voyait l'assurance quand même, tu saluais la foule qui répondait. On l'a vu quand tu as terminé deuxième dans la vague de qualification. On dirait que tu as quand même développé une bonne assurance, une bonne confiance en tes moyens. Puis ça, c'est de l'expérience qui a beaucoup de valeur aussi de participer dans ces compétitions-là. Donc, je trouve ça super intéressant. Mais raconte-nous ta course, comment, ou si tu veux parler peut-être les jours avant, ou dans ces moments-là, raconte-nous un petit peu, raconte-nous ça. Ma course, là, ça s'est déroulé vraiment, je pense, comme le plan de match avait été établi. Là. D'abord, en qualification, le but, c'était de finir parmi le top 5. Je pense que dès le départ, j'ai été capable de bien me positionner. C'est parti relativement lent, je pense autour de 2,53 là, le premier kilomètre. Puis ça l'a accéléré surtout dans le dernier 600 mètres, 800 mètres. Puis j'ai vraiment été capable de super bien réagir, là, puis de faire un gros dernier tour, puis de finir deuxième. Donc, je pense que ça a été payant au niveau de l'entraînement d'être capable. Je pense que j'ai terminé mon dernier 400 mètres autour de 58 ou 59 secondes avec des haies. Donc, c'est assez exceptionnel avec un super gros dernier kilo. Donc, Oh, balaye. ça laissait présager le mieux pour la finale. Puis ensuite de ça, en finale, je pense que le plan de match s'est un peu répété. Je savais que les meneurs allaient accélérer à un certain moment. Je me suis mis en contact avec le peloton de tête. Puis à partir du moment où c'est parti, j'ai été capable de réagir, de rester avec les gars, puis de bien continuer. Donc, ça a été, je pense, des super belles exécutions, autant ma qualification que ma finale. Puis je suis arrivé là, tu sais, motivé, sans complexe, puis en étant capable de bien tirer mon épingle du jeu. Oui, oui, assez bien. Juste, c'est débile là, pour ceux qui écoutent ça, de faire un 400 mètres en bas de 60 avec des haies de steeple. C'est assez monstrueux. Euh, Comment, on sait que tu as gagné en conférence, comment tu te sentais de courir à côté de coureurs comme Soufiane El Bakkali, lui qui l'a Ben remporté, oui. qui sont des très grands coureurs de haut niveau, des meilleurs Kenyans, les meilleurs. Comment tu vivais ça? Est-ce que ou tu y pensais pas puis tu étais juste focusé sur ta course? Comment tu vis ça? Ben, je pense que j'avais en tête les meilleurs noms là, avec qui je courais, mais je me présentais pas là en me disant que ces gars-là étaient imbattables. J'étais là, j'avais ma place, puis je savais que j'avais les atouts pour finir à leur côté. Donc, je pense que c'est de très bons athlètes, mais que j'étais là pour rivaliser avec eux du début à la fin. Là. Donc, je pense que c'est le fun d'être parmi eux, d'être parmi l'élite. Présentement, le steeplechase, c'est probablement le meilleur que j'ai jamais été, dans le sens que le record du monde a été établi cette année. Soufiane El Bakkali qui a gagné 3 championnats du monde, un olympique. Ça montre que le steeplechase n'a jamais été aussi en santé que ça actuellement. Donc, d'être dans cette vague-là, je pense que c'est extrêmement motivant. Ça montre que
c'était pas un hasard là, que j'étais avec ces gars-là. Étais-tu content? Est-ce que. Oui, vas-y. Ouais, je vais me permettre une question. Est-ce que le fait qu'il soit si en santé, ça explique que le standard olympique a passé de 8,22 à 8,15? C'est quand même 7 secondes En une année. en une année Ouais. seulement. Ouais, ben il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, là. Entre autres Ok. le fait que le quota d'athlètes il a diminué. Avant, on était de 45 athlètes, puis maintenant, c'est seulement 36. Donc, c'est quand Ok. même, c'est quand même 9 athlètes de moins là, qui sont appelés à prendre le départ aux mondiaux et aux Olympiques. Autre chose, c'est que ben, le système de qualification a changé. Avant, tous les athlètes se classaient par standard, alors que maintenant, là, c'est à peu près 50% des athlètes qui vont se classer par standard, puis l'autre 50% se classe là, par le classement mondial. C'est comme ça dans toutes les épreuves. Donc, avant, on s'attend à ce qu'à peu près, là, il y ait une 12 à 13 gars dans l'année qui courent. En fait, plus que 16 à 18 gars qui courent 8-15 dans l'année. C'est comme ça que le standard est établi. Donc, c'est pour ça que le standard a augmenté. Surtout, c'est plus au niveau de la façon que la qualification est faite, mais il y a aussi le fait que le demi-fond accélère partout, puis tous les standards augmentent, là, peu importe. Là, mais le fait que ça soit un aussi gros gap, c'est surtout la façon que la qualification est établie. Okay. Et le fait qu'ils ont retiré quand même là, 20% à peu corps, près là, des participants. Ouais. Le corps, 25%. Ouais. Étais-tu content de cette 8e position? Comment c'était par rapport à tes attentes? Est-ce que tu veux plus encore maintenant? C'est quoi? Ouais. Ben, je pense qu'initialement, c'était l'objectif premier, c'était de faire la finale. Donc, Ouais. déjà, en faisant la finale, c'était super, puis j'étais extrêmement content. Après ça, arrivé en finale, je pense que je me mettais vraiment pas de limite, puis d'avoir été capable d'être 8e, c'était. Non, j'ai été vraiment sur un nuage, là, puis je pense que j'en retombe encore un petit peu. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Puis, tu sais, ça reste que j'étais à 4 secondes là, de la 3e place, de la médaille de bronze. C'est Donc, débile. oui, là, j'en veux plus. Puis, je pense que c'est encourageant pour l'année prochaine, les années qui suivent. Ça montre que je vais rivaliser avec ces gars-là, puis je vais être capable d'aller fermer le petit gap là, pour aller essayer de rivaliser avec un top 5 puis peut-être un podium un jour. C'est vraiment encourageant. Puis tu es en pleine progression. Là, en ce moment, tu es rendu, tu es, étudiant en médecine. Il reste quelques années. Tu as quel âge en ce moment? Là, j'ai 25 ans. 25 ans. Donc, il y a encore quelques années de progression possible. Je pense que si on parle en termes de steeplechase, j'imagine tu as encore plusieurs années devant toi. Donc, c'est très encourageant, je crois, pour les prochains Olympiques. Je pense que tous les Québécois fanatiques de courses de distance, de demi-fond vont suivre ça. Finalement, peut-être je t'en pose une complexe. Je ne sais pas si tu as entendu les commentaires de Noah Lyles. Dans le fond, lui a remporté 3 médailles d'or aux 200 mètres, aux 100 mètres et je pense que c'était au relais, qui mentionnait les joueurs de la NBA, ils s'appellent champions du monde, mais ils font pas face aux meilleurs du monde. Ils font juste ça dans la NBA, qui est pas représentative du monde. En plus, on a justement l'équipe de la NBA qui sont fait battre par la Lituanie récemment. Dans le fond, le gros de son message, ce qu'il faut comprendre, c'est il dit il y a pas assez, on parle pas assez de l'athlétisme qu'on compare vraiment les meilleurs du monde par rapport à d'autres ligues comme la NFL, la NBA, la MLB. Je sais pas si toi, qu'est-ce que tu pensais un petit peu de cette affirmation-là, ou si je t'en pose, gêne-toi pas si je t'en pose une que tu n'as pas trop d'opinion là-dessus, mais est-ce que tu pensais quelque chose un petit peu sur les commentaires, parce que ça a fait couler beaucoup d'encre, je pense que c'était la grosse controverse, si on veut, de ces jeux, de ces mondiaux. Donc je veux juste savoir si toi tu avais... Non, j'ai été au courant de ça, puis je pense que ça amène des bonnes réflexions. Là. Tout d'abord, je pense que les athlètes en sport d'équipe, là, que ce soit le basket, le football, n'importe quoi, c'est des athlètes exceptionnels. Puis je pense que oui,
ils se mesurent au meilleur au monde parce que souvent, il y a des athlètes qui vont venir de l'Europe, qui vont aller jouer aux États-Unis, puis vice-versa. Mais ça reste que l'athlétisme, je pense que c'est le sport le plus accessible au monde, là, dans le Ouais. sens qu'il n'y a aucun autre sport qu'il y a pratiquement 140 pays qui vont faire, qui ont les ressources économiques pour le pratiquer, puis Ouais. qui en font. Donc, c'est un des sports les plus pratiqués au monde, probablement, avec le soccer. Donc, de rivaliser puis d'être parmi les meilleurs au monde, je pense que c'est vraiment une coche là, complètement différente là, que d'autres sports qui sont plus, admettons, nichés à l'Amérique, nichés au sport d'hiver, pour dire d'autres choses. Donc, je pense que c'est difficile de comparer les athlètes entre eux parce que les athlètes sont tous exceptionnels, mais Ouais. il y a une sorte de profondeur puis d'accessibilité à l'athlétisme qui fait que je pense que oui, ça mérite vraiment d'être parlé puis d'être souligné parce que c'est un peu la base de tout puis il faut vraiment pas négliger ça puis que c'est un peu le vrai et unique championnat du monde là, dans le sens que c'est là que tout le monde peut aller puis peut disputer ces matchs-là. Ouais. Mm. Très, très bonne, très sage parole. Sur ces sages paroles, on va te laisser. Je pense que tu vas bientôt te coucher parce que tu es encore un petit peu sur le décalage horaire. Mais merci beaucoup, Jean-Simon, pour ton temps de nous relater ça, Ouais, nous faire merci. revivre un petit peu cette expérience-là. Ça a l'air magique. Surtout, c'est ça. Ton objectif, c'était de faire les finales. Tu as fini deuxième de ta vague de qualif, puis finir top 8 au monde. Comme dit Noah Lyle, champion of the world, les vrais champions du monde. C'est vraiment impressionnant. Oui, Merci puis beaucoup. de continuer d'abaisser ton temps comme ça. Tu sais, on Oui. parlait du fameux 8,22 l'année passée. Oh oui. Là, tu es à 8,15. Là. Oui. Tu sais, fait que je comprends que de voir le potentiel, de se dire possiblement un top 5, un podium, c'est fou là, comment tu t'améliores. Ouais, les vannes sont ouvertes, donc on a hâte de suivre ça. Mm. Puis c'est sûr qu'on va continuer à suivre ton parcours au cours de la prochaine année, puis aux Olympiques, on a hâte de voir ce que ça peut donner si tout va bien. Donc, merci beaucoup pour ton temps, puis bonne soirée. Yes. Merci Jean-Simon. Merci beaucoup à vous, salut! Merci. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Excellent. Cool. Donc, j'espère que vous êtes contents, chers auditeurs. On réussit à avoir des coureurs et coureuses de talent exceptionnel, de talent mondial. Très haut niveau. Ouais, merci beaucoup à Jean-Simon là, qui nous donne de son temps, alors qu'il doit être pas mal encore sur le décalage horaire. Donc, vite fait, on va commencer avec les remerciements des Patreons. J'ai pas fait les deuxièmes remerciements du mois d'août des patrons or, donc je les ferai, je donnerai un troisième remerciement à ceux-ci en septembre. Donc merci tout d'abord à Gabriel Robillard, Frédéric Vien, Éric Constant, merci aussi Gabriel Côté, Danny Létouine et Yann Pomerleau. Et finalement, comme d'habitude, merci aux patrons mécènes, Catherine Gagné, Émilie Saint-Pierre Langlois. Vous pouvez aller suivre CGKIN sur Facebook pour des vidéos de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses. Ouais, on a pris un petit peu de retard. Moi, je suis dans je viens de commencer la maternelle. Pas en tant qu'étudiant, mais en tant qu'enseignant. C'est même la pré-maternelle, tu m'avais dit, non? Non, c'est maternelle. Ah, ok. Oui, maternelle. Okay. Je pensais que j'avais lu pré-maternelle. Non, donc de retour en maternelle et de retour aussi à enseigner à l'UQAM, un cours pour nos futurs enseignants en éducation physique, même si de nos jours, ça prend même pas un secondaire 5 pour se retrouver dans les classes. Il y en a qui prennent encore le temps de faire 4 années de bac pour y aller. Donc, ils font les choses de la bonne manière. Ouais, je leur enseigne justement comment enseigner l'athlétisme, entre autres, et d'autres choses. Ouais, ça a été un petit peu rock'n'roll ces derniers temps. Et j'ai le marathon de Rimouski qui s'en vient. Et demain soir, j'ai ma rencontre de parents. Donc, Kumbaya, les jeunes sont excités, il fait chaud dans les écoles, on n'a pas d'air clim. Oui. Mais malgré ça, on prend le temps de vous faire des nouvelles, mais c'est un peu tous ces petits facteurs qui expliquent peut-être un petit peu les délais entre les épisodes. Mais on va essayer. Dis-moi, là, t'es combien de jours par semaine à l'école?
C'est pas un 5 jours. 4 jours et demi. Dans le fond, 4 jours, ouais, eh boy. j'enseigne. Ajoute l'UQAM. Ouais, ben j'enseigne. 5 jours. Ben dans le fond, le et demi, c'est parce que je dois enseigner à l'UQAM, tu sais, puis c'est C'est rendu ça. en après-midi. Fait que t'es Le temps cours. plein. Fait OK. que, ouais, je suis plus que temps plein, même parce que tu sais, l'UQAM, on s'entend, j'enseigne 3 heures, mais il y a plus de préparation, là, donc, ouais, OK, ouais. C'est assez kumbaya, intense, effectivement. kumbaya. Et avec cette Mais, chaleur-là en début d'année. ouais, c'est vraiment le fun. Quand tu es au début, puis que là, les jeunes sont tous excités, puis tu peux pas vraiment. Tu sors, puis là, j'ai oublié ma bouteille d'eau, je vais aller aux toilettes, nanana. Fait que tu peux pas vraiment aller à un parc de jeux d'eau parce qu'il y en a un qui va avoir Non. besoin de quelque chose. Puis j'en ai 18, qui est la limite Ouais, puis on s'entend que les légale. maternelles, c'est leur Donc, première année. Là, ils n'ont oui, pas de routine, ils ne sont pas ouais, rodés. c'est ça, exactement. Donc, sans plus C'est un peu une tarder, garderie. Hein? hey, hey, toi, fais pas ton Drainville, là. Fais pas ton Drainville, là, hein? On fait pas juste la sieste. Drainville Power. Ouais, Drainville Power. Non, je fais des blagues. Donc, ben on va commencer cet épisode Oui. sans plus tarder. Oui. Donc, ben on a parlé à Jean-Simon Desgagnés. Ben, je vais te laisser un peu rappeler qu'est-ce qu'il a fait parce qu'on n'a pas parlé aux nouvelles, parce qu'on n'a pas eu d'épisode de nouvelles avant, depuis sa performance. Oui, ben en fait, Donc, les qu'est-ce dernières qu'il a nouvelles, fait? c'était quand on était à Tremblant, fait que ça Ouais. fait déjà 3 semaines et demie. Donc, ben, dans le fond, je fais un rappel, là, ouais, Jean-Simon, on va juste redonner ses temps, là. À Budapest, là, à sa vague de qualif, il avait terminé deuxième en 8 minutes 20,04. Qui était un nouveau était quand même- record, qui était un nouveau record québécois. Nouveau record personnel et nouveau record québécois, si je ne me trompe pas. Ah oui, OK. Oui, Ou c'est vrai, c'était-tu il l'a ou mentionné. c'était-tu là ou c'était Non, il avant avait qu'il fait un l'avait fait? 8-17. Ouais, Il t'as avait fait un raison, 8-17 t'as raison. en Hongrie. Ouais, C'est exactement. ça, c'est Ouais, ça. il avait fait un 8-7, le Euh, qualif 8-20. Ouais, puis après C'est ça, en finale, Puis là, en finale, 8-15-58. Donc, ce qui est la troisième meilleure performance canadienne sur le steeplechase. Naturellement, nouveau record québécois. Puis à seulement 58 centièmes du standard olympique, il a terminé 8e. ouais, débile. Donc, on en parlait, là, c'est fou. Un top 8 au championnat mondial comme ça, ouais. Puis, tu sais, d'abaisser de 8-17, tu sais, il a baissé de plus qu'une seconde et demie là, par rapport à son PB, là, c'est immense. Bah oui. Ouais. Donc, ben, on avait 5 Québécois sur place. Donc, je vais faire un petit résumé pour chacune et chacun. Simone Plourde, qui malheureusement n'a pas pu se qualifier pour la demi-finale du 1500. Elle a terminé 10e de sa vague avec un temps de 4,07,04. C'était ses premiers mondiaux pour Simone. Temps honorable, tu sais, on va le mentionner qu'il y a Honorable. longtemps, c'était plus rapide que son record personnel. Exact, Elle avait exact. fait à classique ça a été un d'athlétisme, record. puis un record québécois. Ça a été un record québécois dans Ouais. le 4,07. À classique d'athlétisme, me semble, elle avait fait comme 4,07 point quelque chose, là, me semble. Je m'en rappelle pas, mais je vais aller chercher, oui, c'est ça. Il y avait eu un. Je me demande si c'était pas le. Ben, je me demande si c'était pas son dernier. Ah non, elle a fait un 4,05. Hein. Moi, pour ma mémoire. Ouais, Mais, Elle l'avait abaissé après, par la suite, mais c'est ça. À la classique d'athlétisme, elle avait établi un record qui était de. Il me semble que c'était ça dans les 4,07. Ouais. Je sais pas pourquoi ils le mettent pas. Il faut creuser dans l'article pour le retrouver. Donc, je vais chercher, continue. Ben, Je vais poursuivre. Ouais. Charles-Philibert Thibouteau, lui, pour sa part, il s'était qualifié pour la demi-finale du 1500. En passant, c'était 4,6 et 86 centièmes. Donc, c'était à peu près classique. ça. C'était à peu près ça. Ouais. C'était 4,7 en gros. Là. Fait que, ouais. C'est ça, c'était 18 centièmes. Elle a fait seulement 18 centièmes de plus. Ouais. Puis on s'entend que ça devait être une course stratégique aux mondiaux. Là, des courses surtout des courses de demi-finale qu'ils ne sont pas là pour faire des temps rapides. Non, c'était de la qualif. Donc, il y en a qui oui. veulent juste se qualifier, finir un bon rang. Puis, on s'entend, ça va pas ça partir part lent, vite. puis il kick à la fin. Ouais. Bon, pour Charles, lui, il s'est qualifié pour la demi-finale. Donc, pour sa qualification, il a terminé 6e de sa vague en 3 minutes 34 60. Il a été éliminé en semi-finale au sein d'une vague tactique plus lente. Les coureurs ont joué pas mal du coude avec un temps de 30, 37, 41. Il a terminé au 24e rang mondial. Un temps de combien, excuse-moi? 3 minutes 37. Okay. J'avais compris 30.
pense que j'ai dit 30. Ouais. Je pense que j'ai dit Mais 30. Donc, 3 minutes j'étais 37, comme, 40. coudonc, on est dans des temps de 10 000 mètres lents. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, Ouais, puis aussi, je racontais à quelqu'un, je me souviens plus, j'avais quelqu'un qui dit, je disais que si tu veux regarder de quoi aux Olympiques, honnêtement, il disait, tout ce qui m'intéresse, c'est le 100 puis le 200. J'étais comme, honnêtement, c'est un peu plate, tu sais, ça dure juste 10, 20 oui. secondes. Je disais, regarde la 1500, ça dure genre un petit 5 minutes, en fait, un 3-4 minutes, mais tu sais, c'est stratégique, ça ajoute du coude, il y a du monde qui tombe. Dans le 1500 mètres féminin, on en parlera. Je sais pas si on en parle. Ben, on va en parler, c'est sûr qu'on va en parler J'ai un point du monde qui tombe, c'est dramatique, fait que c'est intéressant. Ouais. Justement, parlant du courte piste, là, on avait Yana Brigitte Stiverne et ses coéquipières canadiennes qui ont terminé au 4e rang du relais 4x400 quand même en 3 minutes 22-42. C'était la dernière compétition. C'était en conclusion des championnats du monde. Donc, c'était la dernière compétition. Juste au bas du podium. J'ai écouté la course. Il y a la néerlandaise Femke Bol qui courait 4e de son équipe, qui a comblé un écart d'à peu près une quinzaine de mètres dans les derniers 100 mètres pour passer de la 3e à la première place. Là, c'est fou l'accélération qu'elle a fait. Et elle qui s'est rattrapée parce qu'elle avait planté dans les derniers moments. Ah, ça faisait une qui était tombée, ça? Elle était tombée dans les derniers moments du relais. C'était-tu du 4 fois. Ça, c'est 4x400, ça fait que 4 ça fois devait être 100? 4x100. Possiblement, ouais. OK. Je vais aller vérifier, mais oui, puis Très, c'était. très bien rattrapé. Ouais, puis c'était le moment que toutes les Néerlandaises tombaient dans les derniers mètres. Je vais aller chercher, mais on en parlera plus tard. Mais continue. Puis finalement, on avait Misha Powell aussi qui était sur place, mais qui était réserviste pour l'équipe relais. Donc, elle n'a pas fait partie de l'équipe, mais a pu soutenir l'équipe pendant la durée des championnats. Puis Femke Bol, c'était dans le 4x400 mixte. Donc, dans le fond, mais c'est nouveau, il y a le 4x400 mixte maintenant. Ça fait je pense au dernier mondial aussi, il l'avait. Et donc, c'était dans les derniers mètres qu'elle était tombée. Donc, elle a pu se rattraper au 4x400 féminin. Ouais. Je vais y aller avec des performances canadiennes quand même. On va en parler. Marco Arop, c'est une première victoire canadienne aux 800 mètres. Oui, de tous les temps. De tous les temps. Donc, une médaille d'or, c'est la première fois. Complètement débile. Non, mais attends, excuse, il faut passer un... J'ai même pas noté le temps. Non, mais c'est juste, c'est fort. 800 mètres, là, c'est ultra compétitif. Puis lui, il a dominé ça. Au dernier mondial, il avait été fort. Il a fait une remontée, là, je pense, après 100-200 mètres, là, il a remonté tout le monde. Mais on dirait que ça a été facile. Ouais. Puis je pense qu'il y a le favori. J'ai compris que le favori avait été battu en demi-finale, si j'avais bien compris. Ah, OK. Je ne me souviens plus de son nom. Okay. Mais donc, je pense qu'il était rendu le favori maintenant, depuis que l'autre était éliminé. Okay. Mais quand même, il est passé de, on le voyait pas, au dernier mondial, 3e. Deuxième ou troisième, je me souviens plus, mais deuxième ou troisième. L'année passée, à Eugene. Je pense que c'était 3e. Et a gagné. Meilleur au monde. C'est incroyable. C'est l'année, on va le voir, là, mais c'est l'année de l'athlétisme canadien. Je te laisse continuer avec Pierce Lepage. Oui, c'est ça du côté décathlon aussi. Hein. Il y a Damon Warner qui avait gagné l'or aux Olympiques. Oui, il avait gagné l'or aux Olympiques. Puis Pierce Lepage, si je ne me trompe pas, il avait fini 2e ou 3e aux Olympiques, si je ne me trompe pas. Ah, je sais pas. C'était un doublé canadien. Mais en tout cas, là, il est passé devant, le jeune qui dépasse le plus vieux. C'est ça, Pierce Lepage, première victoire canadienne aussi au décathlon et des championnats du monde. Donc, on est allé chercher l'or et l'argent au décathlon. Au lancer du marteau, on est tout en or. Chez les hommes, Ethan Katzberg et chez les femmes, Carmine Rogers. Donc, ils ont remporté l'or au lancer du marteau. Donc, 4 médailles d'or, le plus haut total en 40 ans au championnat en athlétisme pour le Canada. C'est très fort. 2 d'argent, donc j'ai nommé Damon Warner au décathlon et Sarah Mitten au lancer du poids. Puis finalement, j'y vais avec il y en avait 7 au niveau dans le top 8. Donc ça, j'ai pris ça d'un article de Athlétisme Canada. Là.
Donc, Evan Dunphy a terminé 4e au 20 kg marche. Un nouveau record national en 1h18,03. Il a terminé aussi 4e au 35 kg marche. Les femmes ont été chercher, bon, je l'ai mentionné, la 4e position, 4 x 400 mètres relais. Mohamed Damed, au 10 000 mètres, a terminé 6e. Qui était un André peu Degrasse. décevant. On s'attendait à plus, lui, qui a été Ouais. médaillé d'argent aux Olympiques. Mais quand même, il fait face aux meilleurs. Honnêtement, 5000 mètres, 10 000 mètres, c'est complètement débile le niveau. Ouais, il a terminé c'est pour ça. 7e du 5000 mètres. Donc, il avait terminé aux Olympiques, il avait été chercher la médaille d'argent, je crois. Mais c'était ça? C'était au 5000? Je vais vérifier Ouais. Mohamed Ahmed. Mais puis il reste que je n'ai pas comparé ces temps non plus. Là. Je ne sais pas si c'était des très bons temps qu'il a fait sur le 5000 ou 10 mètres. Ouais, il avait fait deuxième sur 5000 mètres aux Olympiques. OK. Ouais. OK. Le cinquième, sixième au dernier champion du monde, puis septième, sixième à ceux de cette année à Budapest. OK. Donc, ouais, il doit y avoir une légère déception, mais bon, Paris, c'est dans 1 an. Ouais. Donc, il va pouvoir se reprendre. André Degrasse qui a terminé 6e aux 200 mètres. Et finalement, Jean-Simon Desgagnés, 8e au 3000 mètres steeplechase. Pour revenir sur Damien Warner et Pierce Lepage. Donc, Pierce Lepage, c'était pas aux Olympiques qu'il avait fini deuxième, mais c'était aux mondiaux à Eugene qui avait fini deuxième. Puis c'était Damien Warner qui l'avait. Ah, c'était pas Damien Warner qui l'avait emporté, non, je pense. il n'y a pas eu le doublé. Là. Exactement. L'année passée, c'était le Français Kevin Meyer. Kevin Meyer qui l'avait emporté, si je me trompe pas. Est-ce qu'il était là cette année? Bonne question. Je vais aller vérifier, mais ouais, il n'était pas meilleur cette année. Meilleur. Sinon, ben, son nom, c'est pas Meilleur, c'est M-A-Y-E-R. C'est Kevin Mayer, mais j'ai dit qu'il n'était pas meilleur. Mais il y a du monde qui rit en ce moment en discutant. Il y en a du monde qui sont en train de courir, qui rient un petit peu. C'est son nom de famille. Ça devrait être toujours ça. Ouais. OK, ben là, je sors du Canada, juste parler de quelques autres trucs. Donc, il y a eu un record du monde justement au relais mixte. Puis c'était lui qui avait gagné à Eugene, je confirme. C'était Kevin Mayer. Ah, OK. Ouais. OK. Donc, au 4 x 400 mètres relais mixte, les Américains l'ont emporté avec donc un nouveau record du monde en 3 minutes 08,80. Il s'agit de Matthew Bowling, Justin Robinson, Rosé Effiong et Alexis Holmes. Bowling, donc, qui est reconnu, c'est un jeune, il était éclatant. C'était un jeune high schooler ou quasiment, puis il sortait de l'école secondaire, puis il faisait des temps de débile. Wow. Fait que vous pourrez voir des vidéos YouTube, là, il y en a plein. Vous écrivez Matthew Bowling, il y a un gros fan club, mais c'est assez impressionnant. Un petit jeune qui file comme un débile. En passant, c'était bien troisième au dernier championnat du monde pour Marco Arop à Eugene. Ah, OK. Ouais. Puis Jacob Ingebrigtsen, qui n'a pas eu encore une fois la médaille d'or, dans le fond, il doit se contenter de l'argent. Il a été battu en finale du 1500 mètres par le Britannique Josh Keir. Oui, ça fait deux fois. Ça fait 2 fois qu'il se fait voler la première place par un Britannique. Non, l'autre fois. Un Britannique. Ouais, là c'était Kerr, c'était Josh Kerr. L'année avant, c'était. Son nom me sort, je vais aller le trouver. Mais c'était drôle parce que c'était le fils du commentateur principal. Ah oui. Ouais, je vais aller le retrouver. C'est ça, il est allé le chercher là, vraiment dans la dernière ligne droite. Là, Josh Kerr qui était. On dit Kerr? Ouais, c'est ça. Josh Kerr. Kerr? Comme Steve Kerr, le coach, le fameux coach. Ça, je l'ai vu, la course, il était comme aux 2 tiers là, du peloton, puis à un moment donné, il s'est mis à l'extérieur, puis là, il s'est mis à en rattraper quelques-uns, puis finalement, c'est ça, il est allé chercher Jacob à la fin, une victoire en 3 minutes 29-38. C'est Jake Whiteman l'autre fois, l'année précédente qu'il avait eu, Jake Whiteman. Okay. Finalement aussi, j'avais noté, tu parlais de chute, là, donc Sifan Hassan qui a chuté dans les derniers mètres du 10 000 mètres. Oui. Donc, il était en première place. Là, c'est ça, je l'ai vu, là, elle était dans le couloir 1 vers la fin, puis là, elle commence à se tasser vers le couloir 2. Là, il y a l'autre fille qui s'en vient, là, puis là, elle se tasse, puis là, ben, à un moment donné, elle tombe. Mais pourquoi elle se tasse? Ouais, mais non, pourquoi? Oui, je l'ai regardé aussi. Non, mais je l'ai regardé aussi. Nuire, là. Non, j'ai regardé. Honnêtement, je pense que c'est juste la fatigue.
Quand tu es Ah, fatigué, des fois, tu peux courir un peu croche. Puis je pense qu'elle était juste, honnêtement, ses jambes ne fonctionnaient plus. On l'a vu, elle s'est plantée. On peut pas dire qu'elle fakeait complètement parce Ouais, mais que, là, c'est peut-être, elle a accroché l'autre aussi. Puis, non, en oh tout non, cas, non, 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 elle a pas accroché l'autre. ben, Moi, je sais qu'est-ce qui ils s'est se sont touchés passé. du coude, non? Ce qui est arrivé, c'est ses jambes qui ont lâché. C'est la même affaire qui est arrivée à Femke Bol. C'est pas que. C'est pas que tu trébuches. C'est pas que consciemment, C'est je pas. me C'est que déplace tu l'autre, je veux pousses la trop nuire. tes jambes. Non, c'est que tu pousses trop tes jambes. Ah ouais, Tu ouais, commences ton pour sprint la une chute, ouais. petite affaire trop tôt. Puis tes jambes lâchent. T'essaies, Ok. tu cours au sprint final, tu dis je veux l'avoir, je veux l'avoir, je veux l'avoir, je veux l'avoir. Les jambes ne répondent plus. Puis ça lâche d'un coup, puis tu perds l'équilibre, puis tu te plantes face première. Ouais. Et Femke Bol, elle était tombée. Elle est passée de première à. Je pense qu'elle a réussi à finir troisième ou quatrième. Elle s'est fait rattraper Quand par même. une ou deux coureuses. C'était assez crève-cœur, là, mais 4x400 Ok. mètres. Mais là, dans le 10 000 mètres, tu te dis, hey, tu manquais 10 À mètres 10 000 sur mètres. 10 000 mètres. Ben oui, exact. C'est à la toute fin d'un 10 000, Ouais. c'est fou. Elle s'est fait battre Donc, par Letesenbet guidé. c'est Tsegay, dans le fond, qui était deuxième, qui est terminé première. Ah, c'était Donc, Tsegay? il l'a emporté. Tsegay, ouais. Ok. Finalement, ça a été un triplé des Éthiopiennes. Ouais. Puis Juste. c'est ça. Puis elle, Sifan Hassan, dans le 10 000 mètres, elle n'a pas pu se relever puis finir dans le. Hmm. Même si elle était de loin la deuxième, de loin, elle a Euh, chuté puis elle s'est pas relevée. non, mais les deux autres filles, ils suivaient très proche. Là. Ils étaient à quelques Non, secondes non, non, derrière. non, Là. non. Ben, il y Oh, avait un 3-4 bon, étaient pas il loin. y avait Là. un bon 3-4 secondes derrière, là. Facile. Ben, Pas tant allons que ça. voir les temps. Ah. Je vais aller voir les temps. Ouais, OK. 1500 mètres, Women, Budapest. Ouais, parce qu'il me semble, il me semblait pas loin. Là. Non, mais il y avait quand même, c'était quand même euh, une bonne, différence. Là. Ah, attends, c'était pas au 1500, excuse-moi, c'était au 10 000. Je suis perdu. Ah oui, autre truc que je voulais mentionner quand tu parlais avec Jean-Simon Desgagnés, tu sais, de l'ambiance à Budapest. Je suis allé voir le wiki des championnats du monde. Puis à Budapest, il y avait 2187 athlètes. L'année passée, à Eugene, 1700. En 2019, à Doha, 1772. Fait que, tu sais, il y avait 500 athlètes de plus cette année. Quand même, 202 nations au lieu de 180. Fait que beaucoup plus de monde. Fait que je pense que ça peut influencer sur l'ambiance, le fait qu'il y ait 22-25% de plus de monde. Ouais. Non, non, c'est sûr, ça fait une Puis, différence. Là. Mais oui, triplé éthiopien, mais là, si on regarde les temps, 31. Ok, il y a une seconde seulement. Ok. Ouais, laisse faire. j'avais raison! Ouais, ok. Oui, ouais, c'est ça, il était proche. Il était proche. Ok. Ouais, Fait c'était qu'elle peut-être aurait pour pas le pu, elle aurait pas 4x400. pu finir elle aurait pas pu finir sur le podium, mais finalement, elle a fini combienième? Quatrième. À Non, non, combien de non, secondes? non, bien plus loin, beaucoup plus loin. Ok. Pelaye, Ça y a pris combien de secondes sur le V puis terminer? elle a fini finalement 11e, 31-53 versus 31-27. Et Pelaye, oui, ça y a pris du temps à passer Hey, le fil d'arrivée. Les derniers 10 ouais, quand mètres ont même. été longs. Ouais. 30 secondes quasiment pour les derniers 10 mètres. Donc, ouais, je pense que quand elle est tombée, elle a vu, bon, je l'ai pas, fait que je l'ai pas. Mais c'était quand même assez dramatique. Ouais. Yes. OK. Donc, on va poursuivre. Il y a eu quand même quelques ultra-trails québécois dans les dernières semaines. Moins de courses. Ben, il y en a toujours beaucoup des courses sur route, là, mais de, comment dire, des courses de plus haut niveau, il y en avait moins. Fait que Ah, puis du côté de finalement, l'ultra. Femke Ball dans le relais mixte ils ont été disqualifiés dans le fond. Je Ah, crois, OK. je pense qu'elle se passait sûrement qu'elle a lâché le bâton ou quelque chose du genre quand elle est tombée. Probablement. Quelque chose du genre, donc ouais. OK. Bon, au moins, elle s'est rattrapée sur l'autre. Ouais, C'était la dernière coureuse ouais, c'est ça, ou. exactement. Ouais, C'était c'est dans le ça. dernier, dans le dernier droit. Ouais. OK. Donc, ça, je mentionnais plusieurs ultra-trails. Donc, je vais parler de ceux qu'il y a eu. Je vais nommer, tu sais, comme toujours, les grandes distances, là, les top 3. Donc, ça va nous faire un peu de discussion là-dessus. Donc, je commence avec
l'Ultra Trail, la deuxième édition de l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay, donc l'UTFS, qui avait lieu en même temps qu'on était au Mont-Tremblant, pour le demi du Mont-Tremblant. 5 épreuves en tout sur l'UTFS, le 160 kg, le 100, le 50, le 35, le 10. Donc, je vais y aller avec les grosses épreuves, comme je mentionnais. Le 160 kg, qui est un 7100 de dénivelé. Du côté des femmes, ben, il y avait 4 participantes, mais une seule qui l'a terminé, c'est Joëlle Hébert en 31h29 minutes. Donc, bravo à Joël. Du côté des hommes, Benoît Gaillard qui l'a emporté en 23h27, suivi de Thibaut de Servigny en 25h51 et Jérôme Tremblay en 27h17. Du côté du 100 kg pour 4200 de D+, ça a été remporté par Mylène Sans Souci, qu'on nomme régulièrement sur des très grandes épreuves, là, en 13h46, suivi de Justine Gagné en 18h56. Donc, elle a terminé 5h10 avant la deuxième, donc vraiment une domination totale. Troisième position chez les femmes, Hélène Fournier en 19h46. Chez les hommes, ça a été remporté par Jetesh Rao Lukea en 12h42, suivi de Nicolas Mignot en 13h22 et Corentin Chevalier en 14h17. Donc, ce que je remarque, c'est que Mylène a terminé troisième, dans le fond, en tout au niveau de l'épreuve. Super. Ouais, donc du côté du 50 kg, ça a été remporté par Xavier Legault en 5h34, suivi d'Antoine Mose en 5h39 et Hugo Simard en 6h29. Et du côté des femmes, ça a été remporté le 50 kg par Véronique Sanson en 7h01. Elle a couru avec peut-être une amie, Sandrine Laflamme-Thibault, qui a terminé en 7h01 aussi. Dans le fond, ils ont 5 secondes de différence. Et troisième position, Sandra Boucher-Mercier en 7h15. Donc, ça, c'était pour l'UTFS, deuxième édition seulement. Le 19 et 20 août, il y avait le championnat canadien de trail à Squamish, en Colombie-Britannique. Squamish, on se rappelle là, qu'il y a Alexandre Ricard qui habite là-bas, qu'on avait reçu à l'émission. Il n'était pas présent, par exemple, pour ce championnat-là. L'épreuve, il y a le 50 miles, le 50 kilos. Ouais, c'est ça. Puis il y a une autre distance aussi, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, bon, le 50 miles, dans le fond, c'est 80 km, 3000 mètres de D+. Mathieu Dubé, c'était notre meilleur Québécois sur place. Il a terminé sixième, premier de son groupe d'âge. Il est dans le 40-49 ans, en 8h05. Danny Racine, qui était présent, a terminé 14e en 8h46. Et Anthony Borowski et Julien Lachance ont été les troisième et quatrième de Québécois en deçà de 10 heures. Julien Lachance, lui, dans le fond, il allait faire un gros week-end. Il a participé aux deux autres épreuves. Donc, le 50-50. Donc, ça, j'imagine, c'est 2 fois 50 km. Il l'a fait en 18h08. Il a terminé 17e sur 105 coureurs. Puis, il a fait le 50 km en 8h10. Il a terminé 202e sur 513. Mais on s'entend que dans le fond, pour son week-end, ça donnait 35 heures de course en 2 jours, 80 kg le samedi, puis 55 le dimanche, 5600 de D+. Fait que, grosso modo, un gros week-end pour lui. Il a décrit l'événement comme l'un des plus difficiles de sa carrière de coureur. Ouf. Donc, c'était pas en entraînement, c'était vraiment en compétition, mais le but, c'était de faire un gros week-end pour Julien. C'est réussi. Yes. Ultra Trail Shilk Shock, 4e édition. Donc, lui, on l'appelle l'UTCC. 8 épreuves, 113 kg, 78 kg, 62, 45, 26, 23, 10, puis des plus petites distances, plus pour les plus jeunes. Donc, je vais ouvrir les résultats. On va donner les plus grandes distances. Donc, je débute par le 113 kg, 5500 de D+. Ça a été remporté par Jacob Barry Anarsson
en 15h41, suivi de Loïc Joudla en 16h48 et Julien Dauplet en 18h02. Donc ça, c'était du côté des hommes et du côté des femmes. Maud Cyr en 22h22, Emmanuel Salambo Degara en 24h55 et Julia Puch en 25h13. Ouais, pas beaucoup de participants, hein, seulement 17 pour le 113 kilos. Mais tu sais, c'est loin en Gaspésie, tout ça, il faut vraiment que tu organises tes affaires. Beaucoup de voyagements. Le 75 kilos, ça a été remporté par Benjamin Levieux. 78 kilos. 60, ah oui, pardon. Ouais, mais c'est ça, c'est que dans le fond, sur Sport Chrono, ils mettent pas, c'est même pas les vraies distances. Bon. Donc oui, 78 kilos, 3800 de D+. Benjamin Levieux en 10h07, Jean-Michel Landry en 11h02, Alexis Gagné-Michel en 11h57. Du côté des femmes, il y en avait une seule participante qui n'a pas terminé, malheureusement. Bon, 62 kilos, 2900. C'est parce que là, je vais me rendre aux 45 kilos parce que là, il y a des noms qu'on connaît, même 26 kilos. 62 kilos, le top 3. Ce sera pas long. OK. Jonathan Van Gunz en 9h15. Théo Seneca, ça c'est un nom qui me dit quelque chose, en 9h56. Théo, je pense qu'il participe à des backyards, il organise des backyards, quelque chose comme ça. Et Édouard Blain en 10h57. Puis du côté des femmes, j'ai l'impression, c'est ça, ça a été remporté par des femmes. Juliane Fizette qui a terminé en 8h48, donc au premier rang total. Deuxième rang total, Valérie Arsenault en 9h09. Et Mélanie Beats. Ça, j'ai déjà nommé ça aussi. C'est B-E-E-T-Z. Donc, on dit Beats. Sûrement. 2E, ça fait I en anglais. Ouais, j'ai dû poser la même question la dernière fois. Non. En 10h30. Non, je pense ça pas. te dit J'ai pas rien. souvenir. Ouais. Moi, des fois, tu m'écoutes pas. C'est pour ça que. En 10h34. OK, là, je passe aux 45 kilos. Bon, ça a été remporté par Christopher Lévesque Savard. Christopher, je vais parler un peu de lui un peu plus tard à l'émission. Il a remporté en 5 heures, suivi de Victor Larocque en 5h23 et Raphaël Arsenault en 5h47. Puis du côté des femmes, c'est Geneviève Asselin-Demers en 6h09. Donc, elle a abaissé le record de parcours d'une quarantaine de minutes, semblerait, pour Geneviève. Suivi de Amélie Simard, quand même en 6h29. Donc, elle aurait fait un record de parcours. Et Charlotte Bernier en 7h10. Puis finalement, je me permets 2 autres mentions. Le 26 kg, Sam Poher a terminé deuxième en 2h26. C'est Alexis Chapdelaine qui l'a remporté en 2h24. Josh Tremblay était le troisième en 2h36. Mais du côté des femmes, il y avait Mélodie Gilbert qui allait le courir en entraînement, en préparation de l'OCC dans le cadre de l'UTMB. Donc, le 26 kg a été remporté par les femmes par Laurence Beauchemin en 2h56, mais Mélodie a couru avec elle. Ils ont fait le même temps, 2h56-17, donc à 10 secondes de distance. Donc, Mélodie deuxième et Madison Hart en 3 heures. Puis finalement, le 23 kg, j'en le mentionne parce que Sam Poher l'a couru aussi. Donc, il a fait le 23 et le 26. Donc, Sam a remporté en 2h14. Xavier Lemaître en 2h20 qui a couru le 23 kg. Xavier, on voit aussi dans des courses plus sur route. Charles Lachance a terminé troisième en 2h23. Donc, c'est ça. Un gros résumé de résultats pour l'UTCC. Geneviève Asselin, c'est ça, j'ai lu sa publication, comme quoi elle a quand même couru la course malgré qu'elle a eu un accident de vélo de montagne quelques semaines avant. Elle est toujours éclopée, elle. Une nouvelle affaire, ouais. Puis après, ça semblait, ses genoux infectés. Son genou infecté par une rotte de métal, au QMT, je pense. Mais c'est ça, une chute de vélo. Malgré qu'elle avait un casque, elle s'est cognée la tête, elle a fait une commotion cérébrale, tout ça, mais ça s'est replacé, puis elle a pu courir encore. C'est vraiment une guerrière. Là. On disait Marianne Augun, la guerrière, mais je pense que Geneviève Asselin, la guerrière aussi. Là. C'est fou comment elle se blesse, puis qu'elle finalement revient toujours. C'est fou. Elle ne connaît pas le nom.
elle se plante. Ah, non, je continue. Ouais, on continue. Ah ouais. Ben, ça rentre dans le bagage d'expérience, là, tu sais. Une commotion, Puis, oui, c'est une très belle expérience. ouais, mais tu sais, c'est souffrant, puis c'est d'endurer, puis en tout cas, elle est bonne là-dedans. Ouais. En tout cas, t'es mieux d'avoir Euh, moins de commotion dans ta vie, je te le conseille. Ah oui, oui, définitivement. On cherche pas, je veux dire, elle n'a pas cherché à avoir une commotion, mais c'est ça. Le 26 août, on en parle rarement de triathlon, mais quand je vois passer un beau résultat de nos professionnels, j'en parle. Donc, Jérémy Briand qui a remporté le America's Triathlon Cup à Edmonton. Donc, ça, c'était le 26 août. Il avait remporté aussi l'année passée le même événement. En fond, il avait terminé aussi premier l'année passée. C'était à Santa Mara, quelque chose comme ça. Donc, Santa Marta l'année passée. Donc, cette année, il a emporté en 49 minutes 39 secondes. Mais les temps ne veulent pas dire grand-chose. L'année passée, il avait gagné en 55-38. Donc, cette année, 6 minutes de moins. Mais j'y ai écrit, puis les parcours, c'est jamais les mêmes distances. Mais il me disait que le 5 Ouais, c'est kilos, non, triathlon, ouais, les distances, puis tout ça, je pense pas que c'est la même rigueur ouais, tu peux que, pas. Je pense pas que tu peux qu'en comparer athlétisme. d'un événement à l'autre. C'est peut-être comme le trail, dans le fond, tu peux pas vraiment comparer d'un événement à l'autre. Mais il a couru un 15 minutes 16 sur le 5 kilos. Il m'a mentionné qu'il était très côteux. Il y avait pas mal de dénivelé, mais remarque que c'était peut-être pas un vrai 5 kilos. Ben, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, moi, ça me rappelle, j'avais Rémi Mathieu Brault qui m'avait partagé une vidéo des CrossFit Games. Puis là, c'est drôle parce qu'au CrossFit Games, à un moment donné, ils doivent courir un 5 kilos. Et là, je fais des gros guillemets avec mes doigts. Mhm. Les gars, ils remportaient ça. Je pense que ça s'est remporté en genre quelque chose comme 16-12. Quelque chose de genre. OK. Mais Avec excuse-moi, non, les. mais excuse-moi, mais des gros bas gars baraqués de même, là, je les voyais courir. J'étais comme, crème, ils joguent pas plus vite que 4,30 en ce moment, ou peut-être 4 minutes 10 kilos. Il n'y en a pas un qui est en bas de 4 minutes 10 kilos en ce moment, puis ils font 16 quelque chose. Ah, Excuse-moi, c'est mais ça. non. Genre, c'était clairement pas un 5 kilos, puis on voyait dans les commentaires les gens comme, ouais, pas sûr que c'est un 5 kilos, du moins les gens qui s'y connaissent en distance. Là. Mhm. Les autres étaient comme, Mhm. wow, c'est des temps de machine. Je suis comme, ils ont clairement pas mesuré le parcours. Non, C'est c'est ça. clair. Quand c'est pas une course sur route certifiée ou de l'athlétisme, c'est à prendre avec un grain de sel, un gros grain de sel. Mhm. Ouais. Oui, puis les temps en triathlon, c'est ça. Je pense pas que c'est utilisé pour mesurer les performances. Tout ça, je pense que C'est tout c'est le temps du vraiment plus le classement. Ouais, classement, ouais. puis c'est ça. Exactement. Parce que leurs distances sont Jérémy, mal mesurées, entre autres. ouais. Jérémy mentionnait quand même qu'il y a eu une année un peu difficile. Il a pogné 2 fois la COVID Nice. dans les derniers mois. Chanceux. Nice. Oui, c'est ça. Donc, ça a été plutôt difficile, mais donc, il est très, très content du résultat là, de son classement. C'est sûr. Il y a eu aussi dans les ultra-trails, c'était le week-end du Trans-Charlevoix, du 25 au 27 août. Quand on a reçu Jean-François Cochon à l'émission, il mentionnait que ça faisait partie d'un de ses objectifs ou d'entraînement, tu sais, week-end d'entraînement, mais le but, c'était de remporter la course. Donc, je vais y aller avec une publication là, sur la page du Trans-Charlevoix. Donc, ils ont mis le top 10, mais il y a quand même 6 femmes dans le top 10. Donc, c'est du côté des femmes. Ben, en fait, ça a été remporté par Jean-François Cochon en 11h25. Ensuite, deuxième position, Philippe Dessertaines en 13h26. Ensuite, Caroline Terrien en 13h32. Émile Bernard en 13h46. Camille Girard en 13h48. Elisabeth Cochon en 14h01. Donc, là, j'ai nommé les 3 premiers gars, 3 premières filles. Septième position, Julie Lesage en 14h30. Marie Thompson en 14h59. Michel Caillé en 15h29 et Jeanne Carrier en 15h38. Donc, bravo à tous pour leur belle performance. Puis, félicitations à tous ceux qui ont complété ce défi difficile de 107 kilos sur 3 jours. Moi, je dois t'avouer qu'un jour, c'est le genre de truc que j'aimerais faire. Ouais. Pas, ouais, tu sais, pas un ultra trail, pas, tu sais,
en une seule course, là, on va voir. Là, justement, je vais faire encore une fois UTHC 28. Là, après ça, j'aimerais ça faire 42. Je vais y aller très, très graduellement. Mais je ne me vois pas faire un 100 kilos d'une shot. C'est-tu ce Par contre, week-end ou c'est bientôt? 3 jours. Ouais? C'est en même temps que toi. Ouais, c'est en même Toi, temps tu que es à moi, c'est ça que Rimouski je me disais. dimanche. Ouais, Moi, c'est ouais, samedi, en fait. ouais. Ok. Fait que non, mais je me verrais faire ça. Tiens, un 107 kilos de même sur 3 jours. Tu ne te soucies pas de ta bouffe, tu ne te soucies pas de ta tente. C'est eux autres qui s'occupent de tout. C'est vraiment le genre de truc qui me tenterait un jour. Donc, ça, c'était pour le Trans-Charlevoix. J'y vais avec une course sur route sur laquelle j'ai accroché. C'était la Galopade 19e édition à Saint-Esprit. Pourquoi j'ai accroché? Ben, parce qu'il y a des noms qu'on connaît qui l'ont couru. Senneville, qui l'a emporté, le demi-marathon. Je vais aller par ici, sur le site de la Galopade, parce qu'il y a des records de parcours aussi que je vais mentionner. Donc, c'est ça. Senneville l'a emporté le demi-marathon masculin en 1h09-21. C'est un nouveau record de parcours. Benjamin Raymond a fait un record de parcours sur le 10 km en 31-28. Du côté des femmes, Angela Manciocia a fait un record de parcours de 38-55 sur 10 kg. Donc, ça, c'était au niveau des records, mais puis au niveau des résultats, top 3, donc comme je mentionnais, Marc-Antoine en 1h09 sur le demi, suivi de Bagdad Rachem en 1h13-51 et Doan Tran en 1h16-02. Ça, c'était du côté des masculins. Côté féminin. C'est quand même intéressant de voir. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas des racers, si on veut, là, qui font plein de courses sur route, comme à haut niveau. Tu sais, Senneville, là, tu sais, genre, il fait plusieurs courses. Il va récolter des bourses par-ci par-là, des championnats provinciaux. Mais c'est intéressant de voir. De voir des coureurs de top niveau, très actifs sur la scène sur route. Là. Ça relève le niveau de la route. Puis, tu sais, là, peut-être que je dis une niaiserie, mais je veux dire, la Galopade à Saint-Esprit, moi, personnellement, je ne sais pas c'est où Saint-Esprit, donc je ne sais pas si tu as un gros j'ai déjà entendu parler de cette événement, course. J'ai déjà entendu parler quand même. Okay. Puis j'imagine qu'il devait avoir une bourse pour quand même attirer ça. Je vais aller voir, là, mais... Du côté des femmes, ça a été remporté par Stéphanie Jobin en 1h27, suivi de Julie-Anne Taupier ou Taupière en 1h30-56 et Alexandra Morin-Boucher Juliane en Taupier, 1h31. c'est Juliane Taupier, Taupier. IER. Okay. Ouais. Puis, c'était juste des bourses de 100$. Mais peut-être qu'il y a des... Non, bon, okay. Au moins, il y en avait. Ouais. Au moins, il y en avait. Mais, et Alexandra Morin-Boucher, 3e position en 1h31-25. Ah, Judith Marcoux, qu'on connaît bien. Allô, Judith, en 1h32-33, est terminée 4e. Donc, ça, c'était le demi-marathon. Ben, le 10 kilos, je ne mentionnerai pas, mais je voulais mentionner le record là, de Benjamin pour le record de parcours. C'est bon. On arrive à l'épreuve reine, le fameux UTMB. Épreuve reine du trail. Oui, épreuve reine du trail mondial. Donc, écoute, je vais y aller tout de suite avec justement le 170 ou 12 kilos, 10 000 mètres de D+. Je ne sais plus, je ne me l'ai pas noté, là, même si il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc, c'était enfin une victoire pour Jim Walmsley. C'était sa 5e présence. Il avait terminé 4e l'an dernier à 80 minutes de Kilian Jornet. Il est le gagnant de la Western State 3 fois. En 2018, 2019, 2021, il a remporté plusieurs autres des ultras très reconnus, mais il n'avait jamais remporté l'UTMB en ses 4 reprises, ses 4 fois précédentes. Donc maintenant, c'est fait. Il avait terminé 5e en 2017. Je l'ai mentionné, 4e en 2022, puis il avait fait DNF en 2018 puis 2021. Donc, c'est ça. Lui, en fait, ce qui est... Je pense que j'en avais parlé, on l'avait déjà mentionné, mais il a déménagé en France pour justement, je pense, se familiariser à l'endroit, au style de parcours là-bas européen. Donc, il a déménagé là-bas au printemps 2022.
C'est ça, ça a clairement aidé. Il a emporté en 19h37, donc c'est un nouveau record de parcours, 12 minutes de moins que Kylian Mais c'est avait pas un fait l'an record dernier. de parcours, c'est un record d'événement, mais le parcours était pas Record le même. d'événement. Ils ont dû le Le parcours a changer. été légèrement modifié, c'est ça. Ouais, Là, j'ai aucune je idée sais c'était pas, quoi la ouais, je sais modification. pas qu'est-ce qu'on veut dire par légèrement. Moi, j'ai entendu dire qu'il était quand même pas mal plus facile parce que il y Oh, avait OK. des mauvaises conditions, donc où il y avait eu en tout cas de quoi qui faisait peur aux organisateurs. Donc il y avait vraiment beaucoup. Moi, j'avais compris que c'était quand même des bonnes modifications qui ont été faites. Ah, bon, ben, ça Donc, peut expliquer peut-être ben, c'est ça, aussi tu sais, pour c'est le fait temps. à quel point. On peut pas dire record de parcours, quant à moi, parce que c'est pas le même OK. parcours, c'est record Non, d'épreuve. ben ça, c'est moi Euh, qui l'ai écrit, fait ouais. que c'est ça, peut-être que j'utilise pas le bon terme. Donc, record pour l'événement, Mais mais c'était une bonne peut-être chose à noter effectivement il parce est que un peu moi, plus je le facile. voyais pas dans les nouvelles. On voyait juste record de parcours, record, nouveau record, Oui, nanana. OK. Ben, il faut le savoir, il faut être au courant. Ouais. Des petits détails. C'est la première fois qu'un Américain gagne la course. Il y avait déjà eu 4 femmes américaines à l'avoir remportée. Crazy Moel, Nikki Kimball, Rory Bozio et Courtney Dowater. Donc, il est très content de joindre ce groupe. Puis, ben, parlant de Courtney, c'est elle qui l'a emporté du côté des femmes. Une troisième victoire pour sa part. Je me demandais qui d'autre peut gagner une course actuellement quand Courtney est présente sur Elle est une course. imbattable. Actuellement, Elle est c'est imbattable. est imbattable. Elle a gagné la Hard Rock 100, la Western State, puis maintenant l'UTMB, donc la triple couronne. Elle a fait en 23h29. C'est pas un record. Elle a fait le record du parcours en 2021 en 22h30. Donc, c'est elle qui a le record du parcours. C'est ça, 22h30. C'était sa troisième victoire là-bas en 3 fois, dans le fond, depuis 2019. Je vais ouvrir les résultats. Je vais donner le top 5. Donc, j'ai ça ici. Zach Miller, un autre Américain qui a terminé deuxième en 19h58. Donc, on peut dire lui aussi en bas de 20 heures, la fameuse barrière de 20 heures. L'année passée, il y avait Kylian et Mathieu Blanchard qui l'avaient fait. Non, là, j'ai une publicité qui ne veut pas disparaître devant. En tout cas, troisième position, Germain Grangier, un Français, en 20h11. Mathieu Blanchard a terminé quatrième en 20h54. Et Ludovic Pomeray a terminé cinquième en 21h. Ouais, puis du côté des femmes, le top 5, donc comme je mentionnais, Courtney Dowater en 23h29, suivi de Katharina Hartmut, allemande en 24h10. Blandine L. Hirondelle, française, en 24h23. Fu Jiao Xiang de la Chine en 24h50. Et Mate Meora Elizondo, Espagne, en 25h02. Donc, le top 5 pour l'UTMB, pour l'épreuve de 170 kg. Je confirmais en regardant le site web, c'est effectivement 10 000 mètres de D+. Donc, pourquoi que je mentionnais jusqu'au top 5? Ben, c'est parce que Mathieu Blanchard a terminé quatrième. Je ne voulais pas juste faire le top 3. Je pense que Mathieu, c'est peut-être une petite déception. Dans le fond, il a couru proche de 60 minutes de plus que l'année Ben, passée. il était bien parti, mais il y a eu de la misère dans ses jambes, qu'il disait. Je pense que tu peux Ouais, mentionner ben, sa publication. Ouais. Ouais, je vais la lire, sa publication, si ça te convient. C'est Ben oui. correct, François? Oui, OK. Désormais, une jolie collection sur cette UTMB. Pour moi, les médailles ne doivent pas être un objectif central, mais plutôt être la conséquence d'une passion dévorante qui me pousse à passer de longues heures sur les sentiers, à défier mes limites, à partager de merveilleux moments avec d'autres passionnés et à continuer d'apprendre. Cette année, j'ai décidé de relever le défi monumental en tentant le combo Western State UTMB et je suis incroyablement fier de l'avoir fait. Les sensations étaient plutôt bonnes en début de course et mes temps de passage étaient très proches de ceux de l'année dernière. Tout semblait se dérouler parfaitement jusqu'au kilomètre 50, au Chapieux, où les choses ont pris un tournant. Chapieux, ça doit être un ravito. Des douleurs atroces dans les jambes sont apparues. Avec l'expérience, j'ai pensé que c'était juste une phase difficile et que les bonnes sensations allaient revenir. J'ai donc continué en patientant,
Mais cette fois-ci, je suis resté dans le creux de vague pendant 15 heures. Calvaire, un calvaire avec l'envie d'abandonner qui m'a traversé l'esprit 1000 fois. Ce qui m'a vraiment maintenu en course, ce sont les visages et les mots de mes proches. Il y avait aussi tous ces encouragements le long du parcours. C'était comme si j'étais dans un couloir d'humains qui me poussait à rester au centre de ce couloir de la bienveillance. Impossible d'en sortir. Leur énergie m'a porté, m'a rappelé pourquoi je faisais cela. À l'arrivée, j'ai versé d'énormes larmes, des larmes qui ne représentaient absolument pas une déception vis-à-vis de mon résultat, mais plutôt le reflet de la souffrance que j'ai endurée dans cette course. Elle exprimait aussi le combat que j'ai dû mener pour rejoindre cette ligne d'arrivée et ne pas abandonner. C'est aussi ça la beauté du sport. Donc, écoute, ça faisait déjà quelques semaines que, peut-être une semaine, j'avais lu ça, je ne me rappelais pas. En fait, c'est pas tant la déception, mais c'est ça, c'est vraiment la souffrance par laquelle il est passé. Peut-être qu'il n'est jamais allé, peut-être ça n'a jamais donné qu'il a creusé aussi creux dans ses ressources pour pouvoir se rendre au bout d'une compétition. Donc, ça n'a pas dû être simple. Donc, c'est ça. Je ne pense pas qu'il peut être déçu d'une 4e place. Comme on disait qu'à la Western State, il ne pouvait pas nécessairement être déçu d'une 8e place, même si potentiellement tu l'es. Mais c'est ça, ça reste quand même des très belles positions sur l'ensemble de coureurs là, qui sont présents là-bas. C'est intéressant dans son post, je vois il y a plein d'emojis à la fin de chaque phrase ou paragraphe. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai juste tellement pas le réflexe. Mais de plus en plus dans les réseaux sociaux, c'est le même. Tu mets des emojis pour que comme tu mets des émotions ça attire l'œil. Oui. Ça fait une petite pause aussi entre les phrases. Puis, non, c'est vraiment une façon d'écrire pour les gens qui sont beaucoup suivis. C'est vraiment une façon... Parce que tu veux attirer l'attention à quelques instants sur Instagram, Facebook. Donc, et puis c'est ça, démontrer les émotions aussi en dehors que juste avec les mots, puis de faire des petites pauses entre les phrases. C'est vraiment la façon un emoji vaut 1000 mots. Ça va être une nouvelle citation d'ici quelques années. Je vais mettre le trademark dessus. Finalement, c'est ça. Pour l'UTMB, il y avait d'autres épreuves aussi, mais j'ai regardé, dans le fond, les résultats des meilleurs Québécoises et Québécois. Donc, sur l'épreuve reine, Samuel Frigon, qui a terminé 187e en 13h43. T'avais-tu mentionné Kylian Jornet qui n'était pas là à cause qu'il était blessé au sacrum? Non, c'est ça, Kylian Jornet, je vais répéter exactement ce que tu as dit. Kylian Jornet absent car une blessure au sacrum. Donc, il avait annoncé qu'il allait être présent. Ça, c'est au moment, après ça, plein de monde demandait à Mathieu. Puis là, Mathieu disait, ouais, je ne suis pas sûr, on va voir. Puis là, finalement, Mathieu a dit oui, mais là, Kylian a dit qu'il n'allait pas être là parce qu'il est blessé. Donc, ce sera partie remise. C'est ça. Samuel Frigon, 187e en 30h43. Yannick Bernard, lui, il avait remporté le QMT 160 avec un record de parcours cette année. Donc, l'UTMB, c'était son objectif. C'était l'objectif des dernières, depuis plusieurs années. Là, dans le fond, c'est ce qu'il voulait. Mais ça ne semble pas avoir été facile. Terminé 313e en 33h18. Ça a l'air qu'il ne filait vraiment pas la veille du départ. Là, des symptômes de rhume, grippe. Donc, c'est ça. Mauvais timing pour avoir une bonne course. Du côté des femmes, Véronique Drouin a terminé 95e en 41h13. Sur les autres distances, j'ai regardé les autres distances. Donc, la TDS, 145 km, 9200 de D+. C'est une course qui a été remportée par le Canadien Christian Meyer en 13h36. Lui, c'était un... 19h36. J'ai dit quoi? 13h. 13h, de 19h36. Donc, c'est ça, Christian Meyer, qui est un triathlète, je pense, Ironman, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Il est allé gagner la course là-bas. La TDS, on avait Félix Michaud, qui a terminé 342e, et Nico Dan, 343e. Donc, les deux là, en 34 heures, 32 minutes environ. Donc, ça a été les meilleures performances québécoises. C'est quand même, on met ça en relativité, on relativise en perspective, c'est ça. 19h36, 34h31. Les deux ont couru la même course. C'est quand même débile. Oui. L'effort, c'est à se demander, c'est lequel l'effort est pire, hein? Courir plus vite ou courir beaucoup plus longtemps. Mais non, c'est quelque chose. Être en déplacement autant d'heures, moi, juste rester réveillé 24 heures, j'ai de la misère. C'est fou.
Pour la CCC, donc la CCC, c'est un 100 km, 6150 de D+. Les meilleures performances québécoises, c'est un couple. Je ne connaissais pas, j'ai vu ça tantôt en cherchant les résultats. C'est Élisabeth Petit et Francis Boutin. Donc, elle a terminé 81e femme en 18h33, lui 61e au total en 13h28. Donc, meilleure performance québécoise sur la CCC. Finalement, sur l'OCC, 3400 D+, ben là, c'est Mélodie Gilbert, dans le fond. Elle aussi, c'était son gros objectif de l'année. Elle a terminé 34e femme, 181e au total, en 6h41. Elle a été de loin la meilleure canadienne. C'est une course qui a été remportée par Tony McCann en 5h18. Donc, elle était environ à 1h25 là, de celle qui l'a emportée. C'est quand même débile. J'ai vu ça un peu par hasard. Charles-Philibert Thibouteau est allé participer à une course à Berlin, le ISTAF. Là, je ne pourrais pas te dire c'est quoi l'acronyme. Là. C'était le 3 septembre dernier, un 1500 TAF, mètres. c'est probablement track and field, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être que je me trompe. Ouais. Track and field. Ouais. TAF, c'est sûr, c'est ça. Mais IS, je sais pas, peut-être la ville. Donc, un 1500 mètres terminé 5e en 3 minutes 35. Donc, il était à 1 seconde 24 du premier, qui était George Mills. Donc, 3:35,75, une seconde et demie. Y a-tu déjà couru dans les 3:33? Oui, il a couru dans les 3:33. Il était à 2 secondes à peu près de son PB, probablement. À peu près. Publication d'Éric Fournier, je n'avais pas vu ça passer. Il existe le marathon du pôle Nord. En passant, c'était le International Stadium Festival ouais, fait que c'est ça le ISTAF, souvent, c'est pas track and field. International Stadium. STA, ça doit être Stadium, puis Festival. Donc, ok. Ça n'a même pas rapport avec le track and field. C'est du track and field, mais TAF, c'est pas pour track and field. Oui, c'est ça. Mais oui, t'avais jamais entendu parler du marathon du pôle Nord. Ben non. Fait que là, je suis allé chercher un peu là-dessus. OK. Je pense qu'on n'a jamais parlé à l'émission. Moi, en tout cas, ça me dit rien. Mais moi, je me souviens quand Patrick Charlebois avait été à Tout le monde en parle. À l'époque que j'écoutais oui, il a déjà été à Tout le monde en parle. Puis, parce que lui, il avait fait, dans le fond, ça avait été comme le Canadien ou le Québécois qui avait fait les marathons sur les 7 continents. Dont le marathon j'ai trouvé un autre. Non, mais peut-être tu te trompes avec Michel Robitaille. Non, c'était Patrick Charlebois. OK, mais Michel Robitaille, c'est parce que je cherchais mais Michel Robitaille, c'est le seul qui est là, je passe à la fin, dans le fond, de ce que je voulais dire là-dessus, mais c'est le seul Canadien, donc le seul Québécois, à faire partie du Grand Slam Club, qui est tous les continents plus le pôle Nord. Mais peut-être que là, Patrick Charlebois, le fait de l'avoir fait, c'était peut-être la première fois qu'il faisait le marathon du pôle Nord. Je me souviens, regarde, en 2017, c'est un épisode de Tout le monde en parle, ça disait que c'était le premier Canadien à avoir terminé le World Marathon Challenge, une compétition de 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Ah, OK, ouais, 7 marathons en 7 jours. OK. Ouais. C'est ça. Tandis que pour faire partie du Grand Slam Club, il faut que tu aies fait, dans le fond, les 8 marathons. Là, ça ne dit pas, c'est pas dans un nombre de jours. Mais c'est un marathon sur chaque continent plus le pôle Nord. OK, c'est ça. Fait que ça rajoute le pôle Nord. Fait que là, Patrick, dans le fond, va embarquer dans ce club-là en ayant fait le pôle Nord. Il a fait les 7 autres. Donc. Et puis, il n'y a pas d'autres Canadiens, dans le fond, dans ce club-là. Donc, c'est ça, publication d'Éric Fournier. Patrick Charlebois a remporté le marathon du pôle Nord. Je dois vous avouer candidement, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce qui motive un gars du Québec à aller courir un marathon au pôle Nord au mois d'août. La chaleur. Ouais, c'est une grosse chaleur. La chaleur, on est en septembre, on suffoque. Ouais. Mais blague à part, l'exploit reste tout aussi atypique que singulier. Il a couru en 3h48 dans des conditions qu'on peut se douter. Les conditions qui peuvent être très changeantes aussi, là. Donc, c'est ça, il l'a remporté en plus. Le marathon du pôle Nord est aussi connu sous le nom du marathon le plus froid au monde.
C'est Ben, en organisé anglais, par... c'est World's Coolest Marathon, fait que c'est un jeu de mots parce que c'est le plus cool en même temps. Ouais, aussi, Ouais. c'est plus cool. Ouais, mais on s'entend que le coolest, c'est plus pour le froid que pour le Ben, cool, je là, pense que c'est un jeu de j'imagine. mots, c'est les deux. C'est ça. Ouais. C'est une organisation qui s'appelle Run Buck qui organise aussi le marathon en Antarctique. Euh, donc, c'est ça. Comme je mentionnais, il existe le Grand Slam Club pour les 7 marathons sur les 7 continents. Ouais, fait que c'est ça pour le marathon du pôle Nord. Là, on va passer des annonces qu'il y a eu dans les dernières semaines. Euh, il y a eu des bourses annoncées pour les meilleurs résultats à Langley lors du championnat national qui a eu lieu au mois d'août. 25 000 de bourse en tout. C'est pour 21 athlètes, fait que c'est 1 250 par athlète. Puis dans le fond, ils ont pris les pointages IAF de chacun des World résultats, puis ils les ont Athletics. classés. Ouais. C'est ça, ils les ont classés. Donc, nous, il y a seulement Jean-Simon Desgagnés qui était 20e dans la liste, mais au moins, ça lui fait une bourse de 1 250 Je pense que le courte piste est avantagé d'une certaine façon parce que le courte piste, ils ont tout le temps des pointages très, très élevés là, par rapport aux courses plus longues. Là. Je ne sais pas si. Bah, pas nécessairement. Non? Non, pas Okay. Moi, je pensais nécessairement. que ça faisait peut-être un petit Peut-être en avantage. championnat, ça va être plus stratégique sur 5000. Mais 1500 mètres aussi, ça peut être stratégique des fois. Ça va faire des courses plus lentes. Là. Je veux dire, tu ne vois pas ça sur le 100 mètres ou Ben, 200 c'est ça, mètres. ouais. Au 100 mètres, 200 mètres, c'est toujours rapide, là, peu importe. C'est ça. Mais en effet, oui. Dans les courses plus stratégiques, en effet, il y a peut-être un petit désavantage. Donc, ouais, 1500, 3000 steeple. Ouais. On dirait que c'est moins stratégique des 3000 steeple. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais, il a battu ses records personnels, GSD, à ses dernières courses. Ouais. Euh, Peut-être qu'ils ont assez à se concentrer sur les barrières qui ne mettent pas de temps à se concentrer sur des tactiques de course ou je Difficile, sais ouais, pas trop. difficile à dire. Difficile à dire. Mm. Peut-être aussi que tu es comme peut-être avantagé d'être devant parce que tu vas pas te mélanger avec les autres, parce que si tu cours trop en peloton, tu as plus de chances d'enfarger, là, mettons que tu es côte à Ouais. côte avec les autres. Peut-être qu'il y a de ça. Ouais, parce que tu sautes toute la même barrière. Là, Ouais, faudrait lui demander. On aurait dû lui demander avant, mais bon. Prochaine fois qu'on aura un coureur ou une coureuse de steeple, on lui demandera. Mais ouais, en effet, possiblement que les plus longues distances, parce que dans les courses de championnat, c'est rare qu'on ait des temps rapides sur les plus longues distances. Donc, en effet. Il y a eu la sélection pour les NACAC Mountain and Trails Championship. Ça va avoir lieu le 16 septembre à Saskatchewan. 8 Canadiens, 8 Canadiennes. On a, c'est ça, je l'ai nommé tantôt, Christopher Lévesque-Savard, qui a remporté le 45 km des Chic-Chocs, a été sélectionné. C'est notre seul Québécois. Donc, il va faire la course, la classique up-down 10 km. Autre sélection aussi, c'est Thomas Fafard qui a été sélectionné. Dans le fond, là, je vais avec une publication de la. Viens courir. Viens courir, exactement, oui. Donc, il est sélectionné pour représenter l'Unifolier au championnat du monde de course sur route qui aura lieu à Riga, en Lettonie, entre le 30 septembre et le 1er octobre. Donc, le coureur originaire de Repentigny et actuellement leader de la Coupe Québec sera sur la ligne de départ de l'épreuve du 5 km. Bravo également à Félix-Antoine Lapointe, entraîneur de Thomas et qui représentera également le Canada dans l'équipe des entraîneurs. Donc, rendez-vous en Lettonie. Thomas va faire partie d'un groupe de 13 athlètes canadiens, pas n'importe qui. Réganier, Kyrian Lomb. Là, je nomme ceux que je connais. Là, Kyrian Lomb. Kieran Lomb. Julian Staley. Anyway. Non, je pense que Staley, Ben Flanagan, Sacha Golish, Cam Levin, Justin Kent, Phil Parrott-Migas et d'autres là, que je connais moins, mais en tout cas, ça, c'est des noms qu'on voit souvent. Oui. Donc, il va faire partie de cette grande équipe. Gala Atletas 2023. Donc, c'est de retour à nouveau cette année. Le gala va avoir lieu le 18 novembre. Donc, athlètes, entraîneurs, officiels, clubs et organisateurs et organisatrices de courses
Veuillez noter que vous pourrez soumettre vos candidatures aux divers comités de sélection. La date limite pour déposer la candidature, c'est le lundi 2 octobre. Donc, ceux qui nous écoutent, qui veulent déposer leur candidature ou peut-être la candidature pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais vous pourrez aller voir sur le site web ou sur la page Facebook d'Athlétisme Québec. Veux-tu qu'on parle du classement provisoire après de la Coupe Québec, après le demi-marathon? Oui, on peut aller regarder ça. Là, ouais. Mais en fait, c'est que ça veut pas dire grand-chose parce que en ce moment, Non, c'est Thomas effectivement. Fafard qui gagne, mais il va pas faire le 10 km. Du moins, il n'est pas inscrit Exact. pour l'instant, puis je doute qu'il va le faire, le 10 km en cours Montréal. Donc, tu sais, il y en a plein qui sont haut classés, mais qui vont pas l'emporter parce qu'il faut qu'ils fassent 3 courses. Même si on va juste regarder les 2 meilleurs temps, il faut qu'il fasse 3 courses, au moins sur les 4. Mais c'est pour ça que je te posais la question, parce que, exact, ça veut pas dire grand-chose. Puis c'est ça. Puis il faut qu'il fasse. Il y en a beaucoup là-dedans qui ont juste fait 2 courses. Là. En fait, la majorité ont fait 2 courses. Ouais. Donc ils c'est ne feront pas nécessairement celle de Montréal. Ouais. Mais en ce moment, je pense que c'est Pierre-Yves Normandin qui a le plus de chance. Parce que Nolan Turgeon, je pense pas qu'il va être là au 10 km. Il risque d'être en cross. Il risque d'être en cross. Ouais, il risque d'être en cross. Thomas Fafard, il y a les championnats du monde de route pas longtemps avant. Je sais pas s'il va venir. Donc, je dirais c'est Pierre-Yves. Il y a peut-être Pierre-Yves Normandin. Est actuellement 3e, donc il y a déjà 3 courses de fête. Ouais. Peut-être JS Lapointe. Côté féminin, Karine Pomerleau, peut-être qu'elle sera là. À voir, c'est elle qui mène en ce moment. De loin, 900 points, 905 points versus en deuxième position de Laurence M. Bouchard avec 780. Donc c'est ça. Je pense tout va dépendre de qui va être là pour la 3e course. Ben, c'est ça. Ça va dépendre de qui est assez intéressé, qui veut se classer dans cette coupe. Pour les curieux, en ce moment, je suis 11e. Et pour les curieux, j'avais fait... Ça m'a surpris. J'ai quand même fait un temps exécrable pour moi aux 5 km quand j'avais mon infection au pied, qui me donnait 682 points. Mais c'est quand même mieux que mon temps au demi-marathon Mont-Tremblant, dans la chaleur puis les côtes. J'ai fait 675 points. Moi, j'étais sûr, je m'étais dit, OK, c'est pas grave, je vais faire le 5 km, il faut juste que je le fasse, mais on s'en fiche un petit peu de la performance parce que, de toute façon, ils vont juste prendre les 2 meilleurs. Mais de toute façon, j'ai donné ce que je pouvais. Je voulais pas complètement perdre un orteil. Mais je suis quand même surpris que ce qui va être compté, parce que je vais être présent là, au championnat québécois de 10 km, je suis quand même surpris que ce qui va être compté, c'est mon temps aux 5 km. Donc, mes chances, disons, sont pas incroyables. On va le dire de même pour être optimiste. Mais ouais, je pense que les coureurs qui ont fait le 15 km vont être grandement avantagés. Parce que le 15 km était rapide. Ceux qui ont fait le 15 et le 5, le 10, ça reste à voir s'il va être rapide. Mais le 21 aura été vraiment, franchement, inutile, si on veut, dans le classement Coupe Québec. Parce que si on regarde Senneville qui l'a emporté, il est-tu là? Il n'est même pas dans le classement parce que lui, c'est la seule course qu'il a fait. Il n'avait pas fait, pas fait le 15 kg, il n'avait pas fait le 5 kg. Mais ouais, si on regarde, mettons Pierre-Loup Biron, qui a terminé quand même 2e, avec le 5 km, il a fait 743 points. Puis celui-là, il a quand même terminé 3e. Il a quand même fait moins de points. Il a fait 15 minutes flat, qui est correct pour lui, mais tu sais, c'est un coureur qui a remporté les championnats provinciaux de 5000 mètres autour de 14,33 peut-être. Puis il était quand même un retour là, aux 5 km. Là. Il n'allait pas là pour la grosse performance. Puis malgré ça, il a donné un meilleur score, 743 points versus 729 au 21.1. Alors qu'il a fini 3e puis qu'il a fait une très belle performance quant à moi. Mais les conditions n'étaient pas là cette journée-là. Donc, mais je pense qu'on le mentionnait, au niveau des pointages, là, les demi-marathons sont désavantagés, je crois. Ça dépend. Quand c'était à... oui, en général, je pense que oui. Je pense que c'est dur de bien performer sur demi-marathon sur les pointages. Mais, tu sais, au demi de Lévis, c'est un parcours nettement descendant.
mais tu avais quand même les mêmes points. Tu sais, c'est pas pris en compte. Tu sais, pour le 15 kilos, ils prennent pas en compte le fait que tu as du vent d'eau tout le long puis que ça descend tout le long. Ah non, c'est Donc, sûr. ça t'avantage de le faire. Donc, c'est à prendre en considération. En ce moment, ben, c'est une question, soyez stratégiques, les coureurs, puis prenez des parcours avantageux. Mais c'est ça, à voir, est-ce qu'ils vont peut-être changer pour prendre en compte les parcours qui sont pas, qui respectent pas les, les règles, les normes World Athletics, du moins pour des records, pour être éligible pour des records. Parce que, par exemple, je pourrais pas me classer sur 21,1 km, même à Tremblant, techniquement, je pense qu'il y a trop de downhill au complet. Mais à Lévis non plus, c'était pas éligible, mais pourtant, le temps compte. Il donne le score compte. Il y a un pointage qui compte. Il y a un pointage qui compte, donc bon, à voir. Mais pour l'instant, ben, c'est fair play. Tout le monde a juste à prendre les compétitions qui les avantagent. Oui, puis si ça peut inciter des coureurs à dire hey, je vais aller faire cette course-là à Montréal, ça va m'en faire une troisième. Puis, mais je trouve. Mais en même temps, je trouve que ça peut aller désavantager, mettons, Tremblant, si que tu dis le parcours il va être lent, fait que est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça, c'est un peu plus plate. Donc, je comprends. Peut-être de prendre ça en considération. En même temps, ça devient compliqué rapidement. Donc, peut-être accorder plus d'importance au positionnement, peut-être, potentiellement, pour être une idée de suggestion. Un peu comme dans le triathlon, dans le fond, qu'ils font, vu que c'est sûr, les parcours sont bons, la mesure est bonne, mais c'est juste ça peut tellement varier d'un parcours à l'autre sur route, tandis que versus sur piste, c'est tout le temps la même chose. Donc là, les scores IAAF, les scores World Athletics veulent plus dire de quoi là-dedans. C'est vrai. Autre publication de Viens courir que j'avais vue qui concerne le marathon de Montréal. L'année passée, il y avait eu 14 500 participants à la course. Cette année, c'est 18 500 qui sont attendus. Donc, c'est 4 000 de plus. C'est quand même une très belle augmentation, là, quasiment 25 là. Donc, je ne sais pas si les événements s'ils prennent tout le temps du monde. C'est l'option jamais inscrite toujours là quand je regarde en ce moment. Oui, c'est ça. Donc, mais ils ont je suis curieux, est-ce que c'est 18 est-ce que c'est pour toutes les épreuves le 18 500 ou c'est juste le 23 marathon? Et 24. Non, c'est au total. Ouais, ok, c'est ça je me disais. Ouais, okay. C'est les participants qui ont foulé les rues de la ville dans le cadre de l'événement. Donc, c'est ça. C'est quand même, c'est de loin, j'imagine, le plus gros, là, à 18 500, là, le plus gros événement là, au Québec, je suppose. Oui, le course. Suivant, ce serait quoi? C'est Québec. C'est Québec. Mais en bas de 10 000, je ne sais pas, j'imagine que ça doit être, ça doit être immense la différence. Finalement, un article que je t'ai partagé hier. Qui a fait, c'est aussi ça, là, ça a fait les nouvelles là, dans le monde de la course, vraiment. Ouais. Mais pourtant, c'est pas la première fois, parce que c'est ça. Là, mais c'est la première fois qu'il y en a autant. Non, il y a eu 13 000. Ben là, je vais le mentionner. Il y a eu 11 000 disqualifiés sur 30 000 coureurs au Marathon de Mexico. C'était le 27 août dernier. Mais j'ai vu qu'en 2018... Attends, on va laisser ça sink in. 11 000 de disqualifiés sur 30 000. Moi, j'ai eu la même réaction que toi quand j'ai vu ça. Là. C'est ça, c'est plus que le tiers. C'est pas normal. Là. Moi, je peux pas comprendre que le tiers des gens tricheraient. Ils disaient que les gens prenaient le bus, prenaient des chars, tout ça. Mais quand on creuse, on trouve que c'est une course Gold Label. C'est une course qui, ils ont vraiment des systèmes de puces à tous les 5 km. Puis les puces, moi je me dis, il y a peut-être des puces défectueuses. Mais ils ont fait une enquête quand même approfondie. C'est une course Gold Label. Puis ce qui vraiment fait que ça semble légitime, ben, c'est ce que tu mentionnes, que tu allais mentionner. Oui. Dans le passé, il y en a eu 13 000 de disqualifiés en 2018. En 2018, 6 000 en 2017. C'est redondant. Là, mais je comprends pas. Puis ça n'a aucun sens. Pourquoi il y en a autant? Moi, peut-être c'est qu'il était plus strict. Peut-être qu'il était plus lousse quand il y en a eu... Attends, c'était 6 000 en 2017, tu dis? Oui. OK, fait que ça monte, ça a monté, là, ça a redescendu un peu. Peut-être ceux qui se sont fait pogner, ils n'ont pas réessayé. Mais c'est ça, pour se qualifier pour Boston, mais ça... Je comprends pas, c'est...
Tu sais, pourquoi tu fais. Tu sais, t'as du monde qui disait, ben, crème, au lieu de payer 100$ faire un marathon, paye 2$ pour ton ticket de bus, puis tu vas l'avoir ta ride, tu sais, mais ça a pas. Je comprends pas. Moi, dans ma tête, je peux pas comprendre. Je sais qu'il y a un faible pourcentage de gens qui sont de même, qui sont débiles, puis que eux, ils veulent une médaille à tout prix, ou ils veulent participer à leur événement à tout prix, puis ils vont tricher pour ça. Je peux comprendre. Mais je peux Ben, pas pas à ce imaginer qu'il y ait plus du tiers des participants dans une Plus qu'une course. personne sur 3 qui vont. Puis on s'entend qu'à la quantité de monde inscrit, là, sur le bord des routes, il doit y avoir plein de gens là, qui assistent. Là. Fait que tu as une personne sur 3 qui rentre par les côtés pour se remettre dans la course puis passer à la ligne. Ça devient trop évident, là. C'est ça. Je comprends pas, mais c'est ça. C'est pas la première fois, donc c'est quand même. Tu sais, si ça a arrêté la première fois, je me suis dit, c'est une erreur, il y a quelque chose. Non, c'est redondant. J'en viens pas. Je suis juste flabbergasté. L'événement a eu lieu il y a 10 jours. La nouvelle est sortie hier, je crois. Fait en 9 jours, là, ils ont eu le temps de valider les 30 000 participants puis de confirmer qu'il y en a 11 000 de disqualifiés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un système automatisé à quelque part là, qui a sorti ça. Puis parce que je peux pas croire que ça a été révisé individuellement par non, quelqu'un. mais tu as juste à mettre un petit algorithme, puis tu checkes les temps qui n'ont pas rapport, puis tu peux les qualifier. Ouais, Puis c'est ça, c'est pas c'est parce que c'est fait par un algorithme que c'est mauvais nécessairement. C'est Ouais. des temps qui n'ont pas rapport, c'est des temps qui n'ont pas Non, rapport. mais tu sais, dans les articles, ça disait ça a été analysé, nanana. Oui, il y a de l'automatisme là-dedans. Il y a de la mathématique, mais il y a des checks, je suis sûr. Parce que tu peux pas juste disqualifier quelqu'un de même, là, tu sais. Puis, Mais. puis mon hypothèse que ça serait pour se classer pour Boston 2024. Tu sais, dans le Oh. fond, pour se qualifier pour le Boston. Ah, c'est suivant, pas, ça doit être c'est ça. pas ton hypothèse, c'est l'hypothèse. Ah, mais ça, je l'avais pas lu, par exemple. Ouais, c'est pour Mais ça, en parce que partie. la une période grande d'inscription, c'est la semaine prochaine, dans le fond, Ouais. du 11 au 15 septembre. partie. Ah, ouais. Fait que c'est pour ça. Ouais. Bon, fait que ça fait le tour. Es-tu prêt pour Rimouski? Oui, je suis excité. Je suis très excité pour Rimouski. Yes. Pour de vrai, ça a été décevant un petit peu à Tremblant, mais ben, l'entraînement a continué. Je me suis remis je m'étais fait un petit bobo. Ouais, ça, j'en avais pas parlé. Suite à Tremblant. Ah oui, j'en avais parlé quand on avait reçu. C'est vrai, notre dernier épisode, c'était pas à Tremblant, c'était avec Aurélien Tortet. Avec Aurélien, moi, c'était quelques Donc, jours après. Ouais. ouais, c'est ça. Mais là, j'avais parlé justement que ouais, j'avais pas trop bien récupéré, mais en effet, je m'étais comme fait une mini blessure là, qui m'a empêché de courir pendant une semaine. Mais là, je m'y suis remis par la suite. Ça s'est bien replacé. C'était comme dans. Ouais, je pense que c'était dans. J'oublie c'était où, mon Dieu. Une chance que j'ai écrit sur Strava. Il faudrait que je fouille, là, mais c'était. Il me semble que c'était comme la. Ah oui, c'était le quad, exactement. C'était mon quad droit Ok. que je pouvais pas lever complètement. Fait que. Comme une grosse courbature là, dans ton Ouais, dans mais ton comme muscle. vraiment une grosse courbature qu'à un moment donné, ça devient quasiment douloureux quand je le pousse trop. Ok. Fait que c'est ça. J'ai pas fait d'entraînement pendant une semaine, mais après ça, je m'y suis remis. J'ai refait les entraînements que j'avais pas pu faire. J'ai fait quand même du bon millage, somme tout. Donc, j'arrive quand même assez confiant. Je pense pas faire en bas de 2,20. Je pense on va juste suivre. J'ai parlé avec Anthony Larouche. Il me mentionnait, Ouais. il mentionnait qu'il y aurait peut-être un Moutaï. Je pense que c'est David Moutaï, si je me trompe pas, ou, Ok. qui pourrait être là, mais que c'est pas sûr. Donc, on va voir. Si là, lui, il avait, je pense, fini 4e au Marathon de Montréal il y a quelques années. Ou l'année passée peut-être. Donc, quand même du haut calibre, mais là, c'est pas sûr qu'il va être là. Il disait qu'il y a quelques Américains, mais possiblement un peu plus lents que nous. Donc, ça risque d'être entre moi et Larouche, si Moutin n'est pas là. Sinon, ben, ça va être entre moi et Larouche pour la deuxième. Donc, on va voir. Les conditions sont belles pour l'instant, j'ai l'impression. Ça va se refroidir. Donc, je suis bien excité. Oui. Tu vois, Moutaï a couru le marathon de Vancouver au mois de mai en 2h20,05. Puis en 2022, son meilleur, ça a été quand même 2h17 là, à Hamilton, mais il y a un 2h22 et un 2h24. Ouais, c'est ça. Donc, C'est un peu d'inconstance, mais tu sais, est-ce qu'il les gagnait, ces courses-là? Ouais, 2h22, deuxième place, 2h24, première. Ouais, Deux fait que heures tu sais, des dix-sept, fois, tu pousses pas la machine parce que tu sais que t'as la victoire et t'as pas besoin de pousser. Fait que, Ah, dans ce sens-là, ouais, ouais. je comprends. Quand souvent, des fois, c'est un peu Bonne ta bonne profession, ben, remarque. c'est ça. Fait que je pense qu'il est capable de plus, là. Mais donc, on va voir. Mais c'est bien excitant. Je suis bien excité pour mon petit week-end
à Ricky, comme Yes. disent les locaux. C'est cela. Toi, bonne chance Good. à l'Ultra Trail, à ton Oui. Ultra Trail. Oui. Ça va être le fun. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, Yes. merci pour votre écoute, chers auditeurs. Désolé pour les petits délais. Merci. On essaie de se reprendre autant que possible. On va se reprendre ce mois-ci pour les deuxièmes remerciements du mois d'août des Patreons A. On va devoir en faire un autre pour faire aussi pour les Patreons de ce mois-ci. N'hésitez pas, quand vous avez des commentaires, à nous écrire. Si vous avez des idées de sujets ou quoi, n'hésitez pas. Juste du Des idées de feedback en sujets, des idées général. d'invités aussi, si Ouais. vous en avez, des idées d'invités. Ouais, on aime toujours c'est ça. cool. Ça se peut qu'on les prenne pas, mais ça se peut qu'on les prenne. Fait que, non, mais c'est vrai, des fois on les prend pas, mais des fois on les prend. Fait On que, va grandement les considérer. oui. Mais donc c'est ça. Donc merci sur ça, bonne course. Merci, bonne course.